Parce que Disney, on en parle, tout le monde connaît, tu vois, de nom, Walt Disney, yes. On a fait les parcs et tout. D'où ça vient, en fait. Donc, à la base, c'est Walter Disney et son frère Roy qui ont un studio. On est en 1923 à Kansas City. Ils sont dans le garage de leur oncle. Leur studio, au début, s'appelle Love-O-Gram. Comme toutes les success stories américaines. Ça commence dans un garage. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce qu'ils ont, leur garage. Genre, ils ont vraiment une bonne connexion Internet. On va déménager dans un garage, non? Ils font ce qu'ils appellent le Love-O-Gram Studio, où ils sont juste lui et son frère, et après ils sont rejoints par Hub Iwerks, qui est un mec avec qui Disney a fait ses études. Ils se sont rencontrés, ils avaient 18 ans, pour vous donner une idée. Ils bossent sur un truc, une série de courts-métrages en fait, qui s'appelle Alice Wonderland, qui est en fait de l'animation, mais de l'époque vraiment où on savait pas ce que c'était l'animation. On appelait ça du cartoon animé en fait. Et c'était pas organique, c'était un peu n'importe quoi en fait. Le seul personnage humain dedans en fait, c'était une petite fille qui était filmée, donc qui était intégrée là-dedans. Donc c'est vraiment ça a commencé très tôt cette idée-là qu'on a vu après dans Mary Poppins par exemple. Donc ils font ça, et ça marche plutôt bien. Et ils ont des contrats avec par exemple Universal et tout. En 1925, ils créent un personnage qui s'appelle Oswald the Lucky Rabbit, qui est donc un personnage que vous avez peut-être pu voir, mais donc est créé par Disney et Universal. En fait, ils perdent les droits. Ils font 26 épisodes de ce truc-là. Ils perdent les droits de ce truc, ils se font niquer la gueule. On a les droits. Bah, justement, on n'a plus les droits. Et donc, ils se font niquer par un gars à Universal qui s'appelait Charles Mintz, je crois. Ce qu'ils font, du coup, Disney, il dit bah non. Du coup, en secret, ils bossent avec Ubiverse sur un personnage original d'une souris bipède avec des gants blancs qui s'appelle Mario. Mickey Mouse. Exactement. It's a me, Mickey. Et donc, il crée le personnage de Mickey Mouse. Donc, Ubiverse, c'est vraiment le papa, c'est lui le dessinateur. Et c'est le papa de Mickey Mouse. Entre-temps, il bouge dans un studio à Burbank, en Californie. Et c'est encore à cette heure-ci le studio le studio Disney, c'est encore les QG à Burbank, près de Los Angeles. Il commence à faire des expérimentations avec Mickey Mouse et le 18 novembre 1928, ils sortent Steamboat Willie, donc qui est un court-métrage que vous avez dû voir avec Mickey ou avec le... Ah bon. Bah, c'est un peu redevenu le logo de Disneymation. Exactement. Voilà, maintenant, c'est le logo. Maintenant, c'est le logo. Oui. Ça l'était pas avant. Ouais. Et c'est le premier qui a du son. Et à l'époque, c'était très rare, d'accord. Surtout pour l'animation, on mettait quasiment jamais de son. C'était du muet et avec de la musique par-dessus et tout. Donc, comme les Chaplin et des trucs comme ça. Et donc, il fait la première à New York et ça fait un carton. Mais un carton monumental. Tout le monde en parle et du coup ça propulse complètement Disney autant financièrement que artistiquement sur le devant de la scène. Donc là on arrive à peu près en 1931 et de 1931 à 1934 ce qu'ils font c'est qu'ils embauchent un maximum d'artistes, des gens avec qui ils étaient à Kansas City par exemple avant, mais aussi d'autres artistes venus d'un peu partout, et Disney met en place en fait une politique de vraiment on va faire de notre studio aussi une école où les gens vont apprendre des trucs et on va commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire en fait. C'est quoi qu'on veut faire en animation. On va créer l'animation telle qu'elle est aujourd'hui, en fait. Donc, c'est à cette époque-là qu'ils recrutent plus ou moins tout ce qu'on appelle les 9 Old Men. Est-ce que vous êtes pas vieux à l'époque, mais... Alors, ils n'étaient pas vieux à l'époque, pas encore. Donc, les 9 Old Men, 9 animateurs légendaires de Disney. 9 anneaux furent donnés aux C'est hommes. ça. C'est vraiment ça. Et est-ce que vous êtes capable de m'en citer un maximum? Plus Robin, je Holly pense. Johnston. Oui. Franck... Ouais, mais en fait, moi, j'ai que les deux là parce qu'ils ont écrit le bouquin. Frank Thomas. Franck et Oli. Ouais. Il y a Frank et Oli. Les Clark. Yes, bien joué. Ouais, moi, je les ai plus après. Mais après, Comptez pas sur moi. je croyais que Preston Blair en faisait partie. Il en fait pas non. partie. Non, pas du tout. Preston Blair, il arrivait bien plus tard. Oui. Milt Kahl, Eric Clarkson, Walt Kimball, Wally Razorman et John Lownster. Je l'ai mal écrit. Pardon. Et Mark Fraser Davis. On n'arrive Voilà. pas à surlire. Putain, j'ai écrit ça, mais vraiment comme une merde. C'est pas grave. Donc ces 9 mecs-là, ils vont un peu, en fait, c'est un peu eux qui vont inventer les 12 principes de l'animation tels qu'on les connaît aujourd'hui et comment on fait l'animation. Pendant ce temps, donc jusqu'à 1934, il y a des cours du soir au studio de dessin. Ils commencent à s'intéresser à créer ce qu'on appelle le layout, donc les décors et la position et vraiment la mise en scène en fait. Ils vont se concentrer vraiment sur raconter des histoires aussi, parce que jusqu'à présent c'était plus des strips comiques, vraiment des petits cartoons très comiques. Là, ils veulent vraiment raconter des Je te histoires. coupe. Le Dis-moi. layout tel qu'on le connaît maintenant et Pas sa en 3D. manière, pas en 3D, mais tel qu'on le connaît maintenant en 2D et la manière dont il fonctionne, ça a été mis au point ultra hardcore par Takahata et Miyazaki. Ouais, C'est eux qui sont vraiment arrivés c'est ça. avec ça. Voilà, mais eux, ils s'intéressent, tu vois, à ce moment-là, à ça, à Disney, ils se disent, ok, comment on peut faire pour
vraiment connecter notre audience. Donc, ils commencent à se poser la question de comment créer des personnages vivants. Ils utilisent des vraies références d'acteurs, d'animaux aussi. C'est à ce moment-là que ça commence à venir. Ils font beaucoup d'expérimentations, et notamment des films qui s'appellent Silent Symphony, qui sont des petits courts-métrages musicaux qui vont donner un peu plus tard Fantasia. On va en reparler. Mais ça, c'est des trucs que je pense que tout le monde a vu passer au moins une Exactement. fois, sans Vous avez savoir pu vraiment les ce que voir. c'était. Vous ouais. avez pu les voir. En 1934, Disney annonce qu'il va se lancer dans la production d'un long métrage d'animation. Tout le monde se fout de sa gueule. Dans l'industrie du cinéma, du dessin, de l'animation, tout le monde se fout de sa gueule en disant c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, personne va t'acheter ça. Elle est blanche et les fêtes de neige. Non. 3 ans de production. Énorme budget. À l'époque, c'était 1,5 million de dollars, je crois. Ancien dollar. Ancien dollar. Non, mais à l'époque, c'est énorme. Je vais vous donner l'équivalent après. En 1937, c'est la première de Blanche-Neige au Cathay Circle Theatre à Los Angeles, et c'est un succès incroyable. Mais pour vous donner une idée, le film au box-office a fait 8 millions de dollars de l'époque. C'est encore aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, le plus gros succès de l'histoire de l'animation ever. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Ouais, GG, Pour vous Disney. donner une idée, aujourd'hui, ça fait 1,977 milliards. Ça fait quasiment 2 milliards. What Ah ouais Ça fait quasiment 2 milliards de dollars de bénéfices de box-office. Ouais. Ah putain, ok. Ouais. Oh, waouh. En plus, C'est avant la guerre. voilà, Ouais. c'est ça, j'allais dire ça avant la guerre. C'est Mais avant moi, la guerre. souvenir terrifiant, ce film. Oui, Et tout petit. Disney est terrifiant. Mhm. Donc le premier, voilà. Donc ça leur permet d'acheter des énormes studios, machin, et de s'étendre, etc. Ils sortent, donc ils se disent, bon bah ça cartonne, on continue. Ils sortent Pinocchio, en 1940, qui remporte 2 Oscars, Terrifiant. Terrifiant aussi, ouais. celui-là. également des adaptations encore de contes, et ils sortent Fantasia en 1940. Pinocchio et Fantasia sont des énormes pertes financières pour Disney. Ça commence à puer la merde. Terrifiant. Terrifiant. Là, Walt Disney commence à avoir les chocottes. En 1941, il se passe un truc incroyable. La guerre. Alors, il y a non seulement la guerre, mais les États-Unis ne sont pas encore trop concernés. Ils vivent encore un peu en autarcie, ils sont un peu dans leur monde, ils sont vraiment sur une pente économique ascendante. Sauf que, à cette époque-là, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à se syndiquer. Et il y a un truc qui s'appelle la Screen Cartoonist Guild, qui est créée en 1938, qui commence à faire beaucoup parler d'elle, et donc à s'intéresser à tout ce qui est animation, cartooniste, etc. Et qui essaye du coup de s'attaquer à Disney, parce qu'il faut savoir qu'à Disney, à ce moment-là, il y a des différences de salaire énormes entre ce qu'on appelle les chefs animateurs, donc les plus gros animateurs, notamment les Nine Old Men, qui sont à 200-300 dollars de la semaine, comparé aux autres animateurs juniors intervallistes qui sont à 12 dollars de la semaine. Non, Sur- mais, non, mais il surtout- travaille de passion. Il y a surtout... on leur avait promis des bonus après Blanche-Neige, ils en ont jamais vu la couleur. Par contre, il y a eu des licenciements. Certains les réclament encore. Il y a eu des licenciements après Blanche-Neige. Ils ont licencié beaucoup d'animateurs. Alors, il y a là aussi, là est-ce que là tu es au courant de l'histoire des lits d'hôpitaux? Alors ça, c'est après, pendant la guerre, ouais. Non, il y Non. a aussi Blanche-Neige, ils ont tellement tué les animateurs pour que le film soit nickel que Disney avait fait une salle Oui, avec oui. des lits d'hôpitaux où les mecs, en fait, ils finissaient de dessiner, ils allaient s'allonger sur le lit. Quoi. Ils étaient... Oui, c'est ça. Donc, ils ont fait des heures sup, mais scandaleuses, et des retards de salaire également. Donc, il y avait beaucoup de tensions, en fait, à l'époque. Loin de moi l'envie d'enlever toutes les polémiques qu'on vient de dire, mais je crois qu'effectivement, il était clairement sur la paille, le Walter Elias Disney, à la sortie de Blanche-Neige. Alors, justement, Blanche-Neige, non. après, Par contre, c'est clairement. après. Pinocchio et Fantasia, c'est là où ça commence à être compliqué. Mais il y a encore des bonnes relations encore avec les banques, mais ça va pas durer. En février 41, la Screen Cartoonist Guild dépose plainte officiellement contre Disney pour pratiques salariales injustes. Toutes les tentatives de syndicats à Disney, en fait, sont tuées dans l'œuf. Par exemple, Art Babbitt, qui est un des gros animateurs de Disney, est carrément licencié. C'est le mec qui a créé Dingo, pour vous donner une idée. Ouais. Parce que il avait des... Même pas, il a tenté de créer un syndicat. Il était juste sympathisant avec les employés les moins bien payés. Non, ouais, ça, il est connu Disney pour ça. Hein. Et les tensions escaladent, si bien que le 29 mai 1941, 450 des 1200 employés du studio de Burbank se mettent en grève. Ils bloquent le studio. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça va, mais il y a aucune négociation qui arrive. Il y a même un des meneurs de la grève qui est décrit comme un communiste, un espion soviétique. Oh putain. Ouais. Moi, je voulais juste, là-dessus, je rebondis, faire un petit parallèle sur ce qui se passe au Japon en ce moment. Enfin, en ce moment, au même moment de l'époque-là. À Toei Animation, il y a Takahata et Miyazaki qui sont pas contents de leur salaire. C'est eux qui déclarent la grève. C'est eux qui sont suivis par tout le monde. Et c'est eux qui vont, à ce moment-là, créer Ghibli grâce à ce système-là. Mais donc, c'est pour te dire à quel point les différents modèles économiques et différentes cultures, à quel point ils sont pas suivis. Enfin, Walt Disney, lui, il s'en fout. D'accord, la grève complet, continue. Et en août, la production s'arrête complètement. Les studios ferment. Et Walt Disney se casse en Amérique du Sud.
C'est pas des blagues, le gars se barre. Alors, il a dit que c'était... En quelle année ? Ça, c'était en 1941, toujours, en août. Il se casse en Amérique du Sud. Il est pas là avec les nazis, quoi. Non, c'est juste une histoire apparemment une histoire diplomatique, etc. Bref, apparemment, il a aussi été chercher l'inspiration pour d'autres projets. Vraiment, ses employés, ils s'en battaient les couilles. Les négociations commencent à aboutir et en septembre, le 12 septembre 1941, le studio rouvre avec un syndicat, mais également moins de la moitié des employés. Et c'est très drôle parce que ça a vraiment marqué l'histoire de Disney. Par exemple, dans Dumbo, il y a une caricature des grévistes. C'est les clowns qui tapent leur patron pour avoir une augmentation. Ouais. Mais pas gentil, le tonton Walter. Dumbo, d'ailleurs, qui a un énorme succès financier, by the way. Terrifiant. J'ai pas vu depuis que j'étais gosse. Ouais, je crois. Moi, je l'ai vu petit, terrifiant. J'ai peur de le revoir. Donc, ce qui se passe au milieu de tout ça, c'est qu'après, il y a évidemment Pearl Harbor. Donc, les États-Unis sont engagés dans la guerre. Il y a beaucoup d'animateurs et de personnel qui travaillent à Disney qui sont réquisitionnés. Pour la propagande. Pas que pour la propagande, en tant que soldat aussi. La production est réquisitionnée, effectivement, comme tu disais, pour faire des films de propagande. Donc, tu as un film qui s'appelle Victory Through Air Power, qui est vraiment un film de propagande de Disney pendant la guerre. Il y a Donald nazi, non ? Ouais, Oui, ça, il a été fameux. censuré de ouf de partout. Exactement. Et ils sortent des trucs. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils sortent Los Tres Caballeros, qui est le truc inspiré justement par le voyage de Disney en Amérique du Sud. Il n'y a pas que eux aussi, Tex Avery aussi, voilà, ils ont dû s'y mettre. Il y en a beaucoup qui font ça. Jusque-là, tu vois, jusqu'à la fin de la guerre, même les studios sont réquisitionnés pour loger des soldats qui devaient défendre une base aérienne à côté, donc ils peuvent pas faire grand-chose. Ils font des films à petit budget. Ils sont vraiment en mode survie. Et il faut attendre 1950 quand même. Donc 5 ans après la fin de la guerre, pour que sorte un nouveau long métrage en fait, qui est Cendrillon. Et c'est un retour au succès financier en fait, terrifiant. un peu sur le devant de la scène. Moins terrifiant. Moins terrifiant. Justement, Cendrillon, ça commence à être mignon.